Cette maison était située toute proche du village de Miam dans les Flandres, à une vingtaine de kilomètres de la côte. Sa charmante allure, ses belles courbes, ses roses et son toit de chaume ne doivent pas faire oublier la vie de ses occupants. Il s'agit d'un habitat destiné à plusieurs ouvriers agricoles, fort nombreux dans la région. Un ouvrier agricole est un employé locataire d'une maison qui travaille pour son propriétaire. Les ouvriers agricoles étaient très nombreux dans la région, ils furent encore 100 000 dans les départements du Nord en 1900. Les tâches étaient variées et se concentraient entre la ferme et les champs. Ainsi, des valets de charrue, garçons de cour, batteurs en grange, cueilleurs de houblon, faucheurs, vachers, filles de basse-cour ont pu habiter cette maison. Les horaires et le travail sont pénibles, dès 5 heures en été jusqu'à 20 heures. Le temps de repos et les salaires étaient bien faibles. La journée des femmes est approximativement la même que celle des hommes, elles travaillent dans les fermes. La chaumière présente une caractéristique notable. C'est une maison double ou maison miroir. Il s'agit de maisons identiques et reliées entre elles pour former un ensemble. Les occupants se partagent une cheminée à double foyer. Les deux portes opposées de la façade permettent l'accès dans les deux espaces. Le grenier est partagé et abrite nourriture et fourrage. À l'intérieur, les pièces sont souvent exiguës, sombres. Les fenêtres et portes sont trop basses, les plafonds trop bas. La ventilation imparfaite. Dans ces petites pièces, c'est l'entassement. Il n'est pas rare d'être 5 ou 6. On comprend que ces petites maisons étaient alors, jusqu'au XIXe siècle, des foyers propices au développement des épidémies. On retrouve avec cette maison les caractéristiques principales de la chaumière de Flandre. Son toit de chaume, son squelette de bois, ses murs de torchis ainsi que sa base en briques. En observant le sommet du toit, on aperçoit une plante qui pousse sur l'argile de cette partie appelée fêtage. Cette plante grasse qui ressemble à un artichaut joue un rôle important pour la toiture. Ses racines permettent de bien fixer le fêtage, partie essentielle de la stabilité dans le temps du toit. De plus, cette plante est surnommée la barbe de Jupiter et renvoie à une croyance typique de la région. La joue-barbe permettrait de se protéger de la foudre, véritable terreur de l'époque. Malheureusement, celle qui est tombée sur cette maison en 2011 nous fait douter de sa réelle efficacité. Comme ici, dans les maisons modestes, on entre directement dans la pièce principale. Au fond de chaque pièce, un escalier de bois conduit à une chambre haute située au-dessus de la cave. Cette disposition était fréquente dans les zones humides et permettait de disposer d'une cave sèche ainsi que d'une chambre à coucher. On l'appelle Voetkamer. À l'arrière de la chaumière, on trouve un petit potager et quelques arbres fruitiers. Il n'était pas rare qu'un propriétaire concède un peu de terre à ses ouvriers. Les parcelles sont entourées de trottoirs fort typiques de la région des Flandres. La vie dans les champs et notamment celle des ouvriers agricoles n'a pas beaucoup évolué jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Dans cette région à l'histoire agricole riche, ces employés de la campagne ont travaillé durement sur des générations. Ils habitent toute leur vie dans une chaumière comme celle-ci. Ils connurent le chauffage dans la cheminée au feu de bois avant d'apprécier les premiers poêles au charbon. Ils durent se mettre tôt au travail. À 13 ans, beaucoup sont placés dans une ferme, peu rétribués mais logés et nourris. Ainsi, ils n'étaient plus à la charge de leurs parents. Ils travaillaient 6 jours sur 7 et ne rentraient à la maison que le dimanche ramenant leur lessive. La vie est donc rythmée par les saisons. De décembre à février, c'est l'hiver. On se consacre au battage, à l'entretien. C'est parfois le chômage. De mars à juin, ce sont les semailles de printemps, l'avoine et l'orge. En avril, les betteraves, les pommes de terre. Mai est consacré au lin. En juillet, en août et en septembre, c'est le troisième temps de l'année. On arrache le lin, on récolte les balcolzas, puis on commence les moissons jusqu'à septembre et la récolte des fèves et des haricots. En octobre, en novembre, c'est le dernier temps de l'année. On arrache les betteraves, on prépare les semailles d'automne, le blé et le seigle. Enfin, en novembre, c'est la récolte des pommes de terre. Ces saisons s'enchaînent invariablement. Toute une vie de travail dans ces conditions ne laisse guère le temps d'apprécier le repos d'une retraite, et une fois vieillard, la plupart ne peuvent se permettre d'arrêter de travailler. Au début du XXe siècle, s'il existait encore de nombreux ouvriers agricoles, d'autres personnes de métiers fort différents ont habité cette maison. La plus célèbre au musée de plein air se prénommait Zoé, la sorcière. C'était une femme un tantinet étrange qui était le sujet de bien des discussions dans le village. On se signait à son passage de peur de s'attirer ses foudres. Il faut dire que la croiser la nuit à la recherche de plantes rares dans les marécages n'arrangeait rien. Un jour, un homme aurait oublié de faire son signe de croix après sa rencontre et se serait noyé. Peut-être aussi rentrait-il d'un estaminet. Elle aurait fait des prédictions sur la Première Guerre mondiale. Et si son apparence était douteuse, ses connaissances des plantes étaient bien réelles. Elle était en fait rebouteuse et aidée tout autant qu'elle effrayait. C'est à cela qu'on ressemble les croyances d'époque. L'indissociable alliance de la foi chrétienne et de la superstition, du goût de la vie et de la terreur de la mort.